L'agroalimentaire, un secteur florissant au Bénin, c'est avec cette thématique que nous recevons notre référence de ce midi pour nous entretenir sur les rouages du secteur. Nous nous intéressons également ce midi à la décoration en cuisine. Eco et J'ai testé pour vous sont aussi de la partie. Bonjour à toutes et à tous, vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver par ici sur le rendez-vous de midi. On s'installe avec ce titre de Nikano et de Sessima, Toi et moi. Amour, toi et moi pour toujours. Près de toi je veux rester. Rien ne peut nous séparer. Oh, bébé, marchons nez dans la mer pour un meilleur demain, pour un amour sans fin. Oui, c'est vrai que tu m'as fait si mal. J'ai coulé tant de larmes, c'était un vrai cauchemar. Yeah, chérie, je t'aime trop. C'est pas des mots, les femmes y'en a trop. Sans te mentir, ouais, le pono, ouais, nos marchés. Ouais, le pono, bien nos marchés, nous, yeah. Amour, je t'aime trop. C'est pas des mots, des hommes, il y en a trop. Sans te mentir, à nos marchés. Ouais, le pono, bien nos marchés, nous, yeah. Et puis maintenant casse pas. Amour comme si, amour comme ça. L'amour que j'ai pour toi. Yeah, yeah. Ah, moi nini. Moi nini. Toi et moi, moi nini. Yeah. Rassure-moi mon bébé, je ne veux plus pleurer. J'ai plus la force de pleurer. Chérie, mon amour, je sais j'ai déconné. Si je pouvais changer le passé, je me battrais contre vents et marées pour effacer ces moments de paix. Oh, comme un soleil vient briller, vient éclairer cette obscurité qui envahit mon cœur entier. Yeah, je te promets tout va changer. Je ne serai plus le même. Je te donnerai de l'amour plus que je t'aime trop. Si pas des mots, des hommes, y'en a trop. Sans te mentir, ouais, le ponon de nos marchés. Ouais, le ponon de nos marchés. Amour, je t'aime trop. C'est pas des mots, les femmes, y'en a trop. Sans te mentir, ouais, le ponon, ouais, nos marchés. Ouais, le ponon, ouais, nos marchés. No, yeah. À l'instant donc, Toi et moi, un titre de Nicanor et de Sessima. Alors après cette douceur qui magnifie l'amour, permettez-moi de recevoir et d'installer Ariane da Silva et son invité dans Référence. Ariane da Silva, bonjour. Bonjour Rebecca, mesdames et messieurs, bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. D'accord. Alors, tout comme le mercredi dernier, ce midi, nous parlons toujours du secteur de l'agroalimentaire. Oui, l'agroalimentaire, l'agro-business, et on en parle avec Marlène Roupevi.
Elle est promotrice d'entreprise. Elle a plusieurs cordes à son arc parce que quand on va dans son entreprise, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est la production, je ne sais pas, de tomates, de piments, c'est l'élevage. C'est un peu de tout. En fait, c'est une ferme. En gros, bonjour Marlène et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonjour. Bonjour madame. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes allée à l'entrepreneuriat? C'est la toute première question que nous nous posons à nos invités par ici. Pourquoi l'entrepreneuriat? Déjà, je tiens à vous remercier pour ma proposition à cette participation. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est un sujet très passionnant et très vaste. On pourrait y passer des heures. J'imagine. Mais pour répondre à votre question, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est mettre sur pied un projet qui a du sens pour soi. Pour répondre à votre question, pourquoi l'entrepreneuriat? Je dirais simplement l'entrepreneuriat parce que se lever le matin et savoir exactement ce que tu as à faire, savoir pourquoi tu te lèves, c'est très important pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Avoir un but. Avoir un but. Maîtriser son agenda. Voilà. Avoir de la passion déjà pour ce qu'on fait, c'est très, très important. Ça commence par là pour moi, l'entrepreneuriat. Je ne me suis pas levée un jour et j'ai sauté sur l'entrepreneuriat, mais c'est parce que, à force de travailler pour les autres, je me suis demandé, est-ce que c'est réellement ce que je veux? Donc, vous avez déjà eu à travailler pour des gens? Oui, j'ai eu déjà à faire de petits contrats et tout. Mais là, je me suis demandé, est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que je me retrouve dedans? D'où la passion pour ce que je fais aujourd'hui est née. Je me retrouve plus dedans. Et là, j'ai foncé droit. Et aujourd'hui, vous gérez une ferme, on va dire une très grande ferme. Pour une femme, est-ce que c'est toujours aussi simple de gérer, je ne sais pas combien d'hectares c'est, mais je sais que c'est énorme. Oui. Est-ce que c'est facile de gérer une ferme? Surtout que vous avez peut-être des hommes que vous devez gérer aussi, hommes comme femmes, c'est pas compliqué, c'est pas facile hein, de gérer des personnes. Merci madame. Pour commencer, je dirais que j'ai d'abord le soutien de mon mari, c'est très important. Et rien n'est facile. Mais à force de vouloir, on y arrive. Et il suffit juste d'être très structuré et d'avoir de la rigueur. Et là, quelles que soient les embûches, tu y arrives. Aujourd'hui, vous êtes dans la production de beaucoup de choses. Je le disais au début de notre entretien, vous produisez pas mal de produits. Excusez-moi pour la répétition. Alors, est-ce que le marché béninois est un marché qui vous facilite la tâche? Est-ce que vous arrivez à écouler facilement vos produits? Oui. Vous allez remarquer que dans nos photos et vidéos, on produisait beaucoup de tomates. Parfois, on faisait 900 kilos de récolte de tomates. Et on faisait que des tomates bio. On ne fait que de bio sur notre ferme. Mais le marché béninois n'est pas prêt pour le bio. C'est ce qu'on a constaté. Pourquoi? À cause du coût. Le bio a un coût, forcément. D'accord. Le bio a un coût et n'étant pas prêt pour ce coût, nous avons donc dû réduire la production de la tomate à petite échelle. On ne l'a pas abandonnée, mais elle n'est plus à grande échelle comme au départ. Et on s'est plus appesanti sur la production des œufs de table et des poules. D'accord. Rebecca, voilà. Toi-même, tu n'aimes pas le bio? Le bio a un coût. Ça a un coût, ça a effectivement un coût et c'est pour cela que les Béninois généralement disent que c'est pour cela qu'ils ne consomment pas le local. Mais est-ce qu'il n'y a pas une manière justement de faire pour réduire le coût là aux Béninois, aux consommateurs? C'est pas possible? Tout en produisant, en consommant le local, mais consommer le local dans plus la quantité que la qualité. Que la qualité. D'accord. Figurez-vous que nous sommes allés proposer nos tomates à un grand hôtel de la place qui nous a dit clairement
celui qui nous avait reçus, nous a dit clairement que eux, ils préfèrent la quantité. Hein. Sérieusement? Oui. C'est un grand hôtel. Un grand hôtel, je vous dis. Je préfère taire le nom. C'est mieux. Mais ils nous ont dit, mais non, nous prenons ça à tel montant sur le marché. Ou vous vous conformez au prix du marché et on fait affaire avec vous, ou nous ne pouvons pas. Parce qu'il faut que nous rentrons quand même, nous puissions joindre les deux bouts, nous puissions faire du chiffre. Là, ça m'a bloqué. Je me suis dit, mais c'est pas l'image que j'avais de cet hôtel, par exemple. Vous voyez? Et j'ai compris, à force d'aller vers des clients, que c'est préférable qu'on réduise la quantité, la production de la tomate, qu'on réduise ça à petite échelle et qu'on aille vers ce dont les Béninois ont réellement besoin. D'où aujourd'hui on est passé de quelques têtes de poussins à 10 000 aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et le besoin est là, la demande est là, d'accord, la demande est là. Et nous n'arrivions pas à satisfaire toute la demande en termes de poules. D'accord. Alors, entre-temps, elle nous a rejoint sur ce plateau. Et Jennifer, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour Ariane, bonjour le plateau. J'espère que tu vas bien. Ça va bien. Alors, je reviens toujours sur la question du coût. Parlons tout à l'heure donc de la tomate, de la production de la tomate. Donc, si je comprends bien, c'est uniquement sur la production de la tomate que vous rencontrez ces types de difficultés. Sur le terrain. Oui, étant donné que nous faisons, toutes nos productions sont bio. Nous faisons de la carotte, du piment et tout. Tout est bio. Donc, les coûts sont carrément différents du coût du marché. D'accord. Mais est-ce que, face à ces difficultés, vous ne vous êtes pas rapproché du ministère de l'Agriculture, du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Commerce, qui, justement, depuis un moment, à travers la Chambre de l'Industrie et du Commerce, arrive quand même à accompagner les jeunes entrepreneurs. Mais bien sûr, c'est un environnement qu'elle maîtrise bien. Ok, donc est-ce que vous avez déjà participé à ce type de financement, accompagnement du gouvernement, de l'État? Accompagnement du gouvernement, oui. Okay. Je suis actuellement même dans un programme lancé par la CCIB. D'accord. Mais même avec cet accompagnement, on ne peut pas revoir le coût? Ça va venir. D'accord. Ça va venir, ça va forcément venir parce que on a parlé de tous nos problèmes avec la CCIB et on est en chemin pour arriver à cette réduction du coût sur le marché. Voilà. On l'espère. Et je pense qu'à partir de cet instant, on va mieux consommer. Ça va venir. D'accord. Le bio, Jennifer Sativi. Moi, je suis adepte du bio. Hein. Ah bon? On s'en Depuis quand? Non. Le hic, en fait, c'est le prix, c'est le coût, comme vous le dites. Donc, dès que j'ai l'occasion... Non, mais comme toi, tu es journaliste et bon, émérite journaliste en plus. Rebecca, tu n'as pas déjà parlé du coup. Ça n'a aucun lien. Non, mais dès que j'ai l'occasion, en tout cas, je n'hésite pas parce que en cuisinant avec du bio, je me dis, je fais du bien à mon corps. Donc, du coup, dès que j'ai l'occasion, je n'hésite pas, j'encourage. Ceux qui font du bio, je me dis, ils auront certainement leur clientèle, voilà quoi. D'accord. Alors, Marlène, dites-nous, quelles sont vos relations avec, je sais pas, d'autres entrepreneurs béninois qui sont dans le domaine de l'agro-business comme vous? Est-ce que de temps en temps, vous vous soutenez? Est-ce que vous allez, d'expérience? Est-ce que peut-être parce que l'autre, il est en panne, il n'a pas beaucoup de marchandises, alors que le marché réclame quelque chose, est-ce que vous allez dépanner? Est-ce qu'il y a de ces liens-là que vous tissez? Oui, il y a de ces liens que nous essayons de tisser. Mais vous êtes béninois comme nous, hein. Vous connaissez mieux le béninois que moi. Le béninois est plutôt renfermé. Quand bien même il a des problèmes, il ne veut pas aller vers l'autre. Et c'est un réel problème que nous avons rencontré parce qu'au départ, quand nous avons commencé avec la tomate, nous sommes allés voir un de nos partenaires, concurrents bien sûr, et on a essayé d'échanger avec lui et tout pour s'entendre sur un partenariat gagnant-gagnant, mais il n'a pas du tout été ouvert. Il est resté fermé, et voilà.
Malheureusement, lui et nous, on s'est rencontrés lors d'une formation et une formation qui nous imposait le partenariat gagnant-gagnant. Là, j'ai dit, mais monsieur, tiens, Voilà on se rencontre, on se retrouve. Donc, ce que vous aviez refusé Il y a quelque temps, on est devant le fait accompli. Est-ce que vous allez continuer par refuser? Là, il a eu toute la honte de sa vie, carrément. Et il s'est dit, bon, on va se voir, on va asseoir les bases de données qu'il faut et voir dans quelle mesure faire un partenariat gagnant-gagnant. Mais est-ce que vous avez énuméré justement les raisons pour lesquelles il avait refusé en temps? Et c'était quoi ces raisons? Il a dit qu'il y a beaucoup de plaisantins parmi nous, Okay. excusez-moi de thème, des gens des amateurs, des gens qui ont entendu parler du bio, qui se sont lancés sur une portion de terre, mais qui en réalité n'ont pas l'amour de la chose. Et que les 2 fois qu'il a essayé avec ces gens, il s'est dit non, c'est pas la peine. Donc, il n'a même pas voulu aller très loin avec nous. Il s'en est arrêté là. Bon, voilà. Et justement, aujourd'hui, dans le secteur de l'agrobusiness, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvent là-bas, qui s'investissent dans ce secteur-là. Qu'est-ce que vous faites pour vous démarquer? Qu'est-ce qui fait votre particularité, sans forcément faire de la pub, bien sûr? Voilà. Notre particularité, c'est déjà le bio. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait du bio. Oui. On est très peu sur le terrain. Donc, à part ça, je dirais la qualité de nos produits. La qualité, le bio, bon, ça va avec la qualité, bien sûr. Et je pense que c'est l'un des facteurs sur lesquels nous nous basons le plus pour nous démarquer du lot. Qu'est-ce que vous pensez du secteur de l'agrobusiness? Est-ce que vous pensez que c'est un secteur réellement florissant? C'est un secteur qui a de l'avenir? Comment est-ce que vous vous voyez dans quelques années? Comment je me vois dans quelques années? Bon, au départ, je me voyais vraiment une grande fermière avec beaucoup de production par-ci, par-là. Mais honnêtement, c'est pas facile. C'est à la limite très stressant. Mais bon, on y arrive avec la volonté. Avec la volonté, on y arrive. Avec la persévérance surtout, on y arrive. Et dans 10 ans, je suppose que peut-être que vous voyez hors des frontières du Bénin. Peut-être que vos produits vont se retrouver sur d'autres tables ailleurs. Absolument, absolument. Et il y a un point important, Rebecca, tout à l'heure, elle disait qu'elle bénéficie du soutien de son époux. Oui. Pour vous, c'est important, de bénéficier du soutien de l'époux, de la famille quand on entreprend? Oui, c'est très, très important. Parce qu'il y a des jours où tu es là à travailler, 7h à 19h. Et c'est après 19h que tu prends le chemin de la maison. Si tu n'as pas un mari compréhensif, qui lui, il vient du boulot, il t'attend pour manger, c'est un peu compliqué. Et vu que c'est lui déjà qui me soutient, il est la première personne à me soutenir, c'est beaucoup plus facile pour moi. Oui. D'accord. Le soutien, d'accord, Ariane Da Silva, le soutien du conjoint, de ses proches. À chaque fois qu'on reçoit un entrepreneur ici, et on reçoit énormément d'entrepreneurs femmes, ce qui veut dire que les femmes de plus en plus se tournent vers le secteur en tout cas le domaine de l'entrepreneuriat. Elles reviennent toujours sur ce point qui est très pertinent, le soutien des proches, parce que il y a un état d'esprit. Je pense que la dernière fois on parlait même de difficultés émotionnelles avec madame, tu te rappelles de Aklogan, voilà, le mercredi dernier, difficultés émotionnelles, parce que il faut véritablement être
très bien dans sa tête, se retrouver en pleine forme psychologiquement pour donner le meilleur de soi-même dans son boulot, sur son lieu de travail. Donc, merci. Ariane da Silva, merci. Marlène Ronkwevi, merci également à vous pour la présence et on vous souhaite en tout cas du courage. Merci de rester avec nous encore sur ce plateau. On a encore quelques rubriques à installer par ici. Il est temps donc pour toi, Ariane da Silva, d'enfiler ton manteau d'économiste pour nous parler de l'économie à travers ECHO. Et on parle ce midi de l'inclusion financière. Je suis curieux, je suis tentée, j'allais dire, de demander à Jennifer ce qu'elle comprend de l'inclusion financière. On y va. Je ne sais pas si c'est une colle, mais bon. Non, c'est pas une colle. L'inclusion financière, je pense que c'est permettre à tout le monde, je pense le maximum de personnes possible, en tout cas, d'avoir une autonomie financière. J'espère que c'est ça. Ben, on va accessible. On va écouter l'expert et après on revient pour décortiquer tout ça. Regardez. On y va. On parle d'inclusion financière, il faut partir d'abord du constat que il y a exclusion. Et l'exclusion, c'est dû au fait que tout le monde n'a pas accès au financement bancaire classique avec les conditions qui sont imposées par les banques pour pouvoir octroyer des prêts aux clients, aux promoteurs, aux entreprises. Il arrive que, d'autres ne réunissent pas ces conditions-là, ces critères-là, et du coup, ils sont exclus donc, du financement bancaire. Et c'est dans ces contextes-là que de nouvelles voies se sont levées pour dire comment faire pour intégrer ceux qui sont exclus dans le tissu économique. Et donc, la notion d'inclusion financière a vu le jour. Donc, l'inclusion financière, c'est comment intégrer ceux qui sont exclus du financement classique au processus productif, donc à l'activité économique, par l'octroi des prêts à des conditions vraiment pas onéreuses, des prêts accessibles. Ça, c'est le premier volet. Et le second volet, donner des formations adaptées pour que les bénéficiaires puissent vraiment profiter donc de ces prêts-là. L'inclusion financière, c'est tout le processus mis en place pour pouvoir intégrer dans le tissu économique par le biais des prêts adaptés et des formations qui l'accompagnent, tous ceux-là qui sont exclus du financement classique bancaire. Vous savez que l'activité économique, c'est en 3 temps. Il y a d'abord la production, le revenu et puis la répartition. Donc, si le financement est nécessaire pour booster la production et donc la croissance, du coup, ceux qui sont exclus, eux, ne peuvent pas participer à l'activité économique. Donc, en intégrant tout le monde, des gens qui ont la force, qui ont la capacité, et que c'est pour défaut de financement, qui ne peuvent pas donc s'impliquer. Donc, quand on les intègre, du coup, ça va faire booster la production. Donc, ils pourront participer valablement au processus de l'activité économique. Et du coup, le revenu va augmenter. L'inclusion financière, est-ce que finalement Jennifer avait raison? Non, je pense que Jennifer a raison, que tu as raison et le macroéconomiste a apporté un peu plus de précision. Donc voilà. Alors l'inclusion financière n'est 4 personnes, tout le monde doit être impliqué dans le processus de croissance économique et voilà quoi, c'est ce que favorise l'inclusion financière. Et aujourd'hui, quand on parle d'inclusion financière aujourd'hui, il faut avouer que le gouvernement fait beaucoup. C'est par exemple le microcrédit à l'AFIA qui permet aux femmes d'avoir accès à un financement pour mener des activités génératrices de revenus. Il y a plusieurs autres cas. Donc voilà. Ariane da Silva, merci. On te retrouve avec d'autres thématiques la semaine prochaine. Mais en attendant, merci d'installer avec moi. J'ai testé pour vous. Et ce midi, on retrouve Gloria Oni dans un champ d'ananas. On la suit.
c'est un gros fruit écailleux qui porte à son sommet une touffe de feuilles. Une touffe de feuilles que beaucoup appelleraient couronne. Sa pulpe est parfumée et sucrée, l'ananas. Aujourd'hui, nous allons récolter ce fruit parce que c'est déjà sa saison de récolte. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie notre présence ici dans cette ananerie. Bonjour à tous et merci de nous suivre jusqu'à la fin de cette rubrique. mois, 65 jours après la mise en terre, on fait le premier apport d'engrais. 2 mois après, on fait le second. 2 mois après, encore, on fait le troisième. Et on attend, et à 55 jours de l'hormonage, c'est-à-dire le traitement d'induction florale, on fait le dernier apport d'engrais, c'est-à-dire le 4e. Et à 55 jours, on fait le traitement d'induction florale. Et 5 mois après, nous avons nos fruits d'ananas. Bon, on a combien de types d'ananas? Nous avons à vue d'œil 2 types de variétés d'ananas. Il y a la Cayenne lisse et puis le pain de sucre. Parmi les pains de sucre, il y a plusieurs variétés encore. Mais nous, paysans, nous producteurs d'ananas, nous on connaît Cayenne de lisse, ça s'arrête là. On a commencé par faire la production d'ananas intensivement, c'est de la même manière. Si tu ne te protèges pas, tu ne peux pas rentrer dedans. Puisque nous n'avons pas le matériel adéquat. Même pour faire le labour, pour faire l'épandage d'engrais, pour le nettoyage, le saclage, on n'a pas ces trucs-là. Donc tout se fait humainement. Quand on a par exemple 1 hectare, 2 hectares ou 3 hectares de plantation d'ananas, combien de fruits approximativement on peut espérer? Bon, sur 1 hectare d'ananas, ça veut dire que ça dépend de comment est-ce que vous avez planté. Sinon, il faut au moins entre 55 000 rejets de 55 000 à 60 000 rejets sur 1 hectare. Un rejet? Non, ça là c'est le fruit. Et qu'est-ce que vous appelez rejet? Le rejet c'est ça. Vous vendez ceci? On vend. C'est ça, on vend. C'est ça qui nous permet d'avoir... Vous voyez, quand on fait le traitement d'induction florale, les pains de sucre en sortant sortent avec des rejets. Et quand on enlève, on récolte le fruit après, les rejets se développent pendant 3 mois ou 4 mois comme ça, avant qu'on ne les coupe pour les réimplanter ailleurs. La bâchette du gros fruit est à 300 000 francs. Les moyens sont à 200 000. Les tout petits, là, on appelle les fouilles. Ce qui suit les moyens, là, c'est à 120 000. Maintenant, les tout petits, là, la bâchette ne dépasse pas 60 000. Et pour faire un champ d'ananas d'1 hectare, combien est-ce que vous investissez financièrement? Si vous devez tout faire avec l'argent, vous pouvez vous retrouver entre 1 million et 1,2 million. Ou bien 1,5 million, 1,6 million. Pour 1 hectare? Oui, pour 1 hectare. Si achat, labour, achat de rejets, entretien, sacrage, tout ça là, et apport d'engrais, tout ça là, on peut se retrouver dans l'ordre de 1,6 million, 1,7 million. Si vous entretenez correctement et que la terre répond aux critères, aux normes. La terre vous est favorable? La terre vous est favorable. Vous pouvez être au-delà de 2,5 millions. Personne qui a au moins jusqu'à 20, 18-20 hectares ici sur place. Surtout là où nous sommes là. Il doit être riche. Bon, la richesse c'est quoi aujourd'hui? Je sens la présence de quelque chose dans le champ. Non, rien du tout. J'espère. Rien ne peut venir ici. D'accord. Donc vous voyez un peu, non? Aujourd'hui, l'ananas, c'est le produit phare de l'Atlantique. L'ananas est symbole d'accueil généreux et chaleureux.
Vous savez, je suis tentée de dire que je me suis infligé une lourde peine, mais cela vaut le coup. Retenons tout simplement que la récolte, cette récolte est créateur d'emplois pour bon nombre de jeunes. C'est tout pour ce numéro de votre rubrique que j'ai testé pour vous. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour la découverte d'autres métiers ou activités à tester. La récolte de l'ananas à l'instant donc avec Gloria Oni dans le champ. Les dames, vous en pensez quoi de ce test, Ariane Da Silva? Ben, pas mal. Je disais tout à l'heure que c'est chez Madame Moukwevi parce que sa ferme est assez court. Et on sait que là-bas, c'est la zone par excellence où on produit de l'ananas. Donc, je suis tentée de lui demander si elle aime l'ananas. Oui, absolument. Bien sûr que oui. Alors, je pense que c'est un fruit que nous aimons tous. C'est vrai que moi, je n'en abuse pas parce qu'après, ça me crée des trucs. Mais bon, c'est agréable. D'accord. Jennifer Sativi, le test de Gloria Oni. Le test de Gloria Oni, il est bien, je l'apprécie aussi parce que ça nous permet de découvrir, à part ce qu'on retrouve sur les étalages, un peu comment se fait la plantation et l'entretien. Donc, on est un peu allé dans le monde de ces producteurs-là. Donc, c'est agréable, c'est tout. Merci Gloria Oni, merci pour ce beau test, c'était juste magnifique. On te retrouve bientôt avec d'autres tests pour le plaisir de nos amis téléspectateurs. Mesdames, on installe à présent ma dernière rubrique à déco. Jennifer Sativi, rebonjour. Rebonjour Rebecca et rebonjour tout le plateau. Ce midi, nous sommes dans la cuisine pour parler de la décoration de la cuisine. Absolument. Vous voyez, on a fait le tour de la maison, nous avons parlé de peinture, etc. Mais nous négligeons souvent la cuisine, malheureusement. Oui, parce que là, on ne prépare pas juste, on a besoin de décoration aussi. C'est ce que nous allons découvrir. Je crois qu'on a besoin de décoration. Je crois en tout cas qu'on a besoin d'une attention particulière envers la cuisine. Et nous en parlons avec mon invité Emmanuel Ateba Boko. Bonjour madame. Bonjour Ludifer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci. Alors nous parlons de la cuisine et de la décoration. Je commence par cette question de Rebecca. En quoi c'est important de décorer une cuisine si je vais juste cuisiner et me retourner? Bien, alors, la cuisine est un espace de vie, comme toutes les autres pièces dans la maison. Et même, je vais dire, la cuisine, c'est le cœur de la maison. Ah, d'accord. Le poumon. La cuisine, c'est le cœur de la maison. C'est la pièce la plus importante, sinon la deuxième après le salon. Oui. D'accord. J'aurais dit la chambre à... mais... Non, pas du tout, parce que la cuisine, c'est le lieu même où tout le monde se rencontre. Tout à fait. Où tout le monde passe dans la maison. Bien sûr. Pour les besoins quotidiens qui s'imposent à tous d'être humains. Manger. Manger. On ne peut pas passer une journée sans manger. Donc c'est vrai, nous allons tous à la cuisine au moins une fois par jour. Et est-ce qu'il faut décorer la cuisine ou est-ce qu'il faut l'entretenir? Comment rendre agréable sa cuisine? Bien, alors, une cuisine doit être agréable, hein, comme tout autre espace. Pourquoi? Parce que pour manger, il faut être dans un endroit agréable. Manger, c'est important. Bien sûr. C'est encore plus agréable, c'est encore meilleur quand on mange dans un espace beau, convivial. Bien sûr. Donc, une cuisine, ça doit être propre. C'est la première chose, c'est le premier élément. Donc, toujours faire attention à maintenir sa cuisine propre avant et après le repas. Toujours. On ne pourrait pas manger avec appétit dans une cuisine qui est sale, par exemple. Une cuisine doit être bien rangée, avec un plan de travail propre, dégagé. Et on devrait éviter tout ce qui est accumulation d'ustensiles ou alors de matériaux électroménagers sur le plan de travail pour rendre la cuisine agréable. D'accord. Alors, c'est quoi les indispensables? Est-ce qu'il faut une décoration particulière? Est-ce qu'il faut mettre des fleurs? Est-ce qu'il faut mettre des livres à la cuisine? Pourquoi pas? Est-ce qu'il faut? Vous savez, la créativité laisse vraiment libre cours à chacun d'exprimer ce qu'il ressent et de manifester même ce qu'il est dans son cadre de vie. Ça veut dire que si vous voulez lire, mais qu'est-ce qui vous empêcherait de lire dans votre cuisine? Si vous avez par exemple un îlot central ou tout simplement une table, vous pouvez prendre votre café le matin et vous avez 10-15 minutes de lecture que vous ferez à ce moment-là dans votre cuisine. Donc ça devient plus pratique pour vous d'avoir 1, 2, 3 étagères justement pour vous placer. Voilà. Et voilà, nous avons vu un modèle de cuisine justement, c'est pas très grand, je dirais. Je ne sais pas s'il faut décorer. Déjà, c'est quel type de cuisine? Bien là, c'est un plan de travail. D'accord. Avec un granit noir. Mais au-dessus, vous voyez, en fait, c'est des échantillons
de matières ou de matériaux, de granit et de marbre. Tout simplement pour montrer les différents types de matériaux, alors les différents échantillons de granit qu'on peut avoir et qu'on peut sélectionner pour une cuisine. D'accord. Là, nous avons une cuisine en L. D'accord. Parce que nous comptons 6 à 7 formes de cuisine. Et les formes de cuisine se rapprochent des formes des lettres auxquelles elles ressemblent. D'accord. Parce que les cuisines, c'est des cuisines L, les cuisines en L. Là, par exemple, vous avez une cuisine en îlot central. D'accord. Vous avez tout à l'heure, on parlait de la cuisine en L, on a vu une cuisine en U. Là, c'est en L, voilà. Après, vous avez là aussi, ça c'est une cuisine en îlot central, avec un îlot central au milieu, qui semble avoir, vous avez vu, il y a un rangement au-dessus. Là, voilà une cuisine en U. La cuisine en U, vous voyez, elle s'aligne sur les 3 murs adjacents. Vous pouvez tout de suite imaginer que la porte fait face à la machine à café qu'on voit. Ça, c'est une cuisine en U. Et la forme ressemble effectivement à un U. À la lettre U. Voilà. Alors, nous avons, je vais ramener ça un peu dans notre contexte parce que nos téléspectateurs nous suivent. C'est vrai, nous avons des cuisines en forme de L, U, mais heureusement ou malheureusement, ce n'est pas assez fourni. On n'a pas toutes ces matières que vous venez de citer, les granites, etc. On n'a pas forcément des armoires qui recouvrent tous les murs. Comment on peut s'arranger pour que ce soit beau quand même? Bien, si l'on n'a pas tout ça, la première chose, comme je disais, c'est une cuisine propre. Même si vous êtes dans une cuisine revêtue d'un plan de travail en carreau, tout simplement, elle doit être propre. D'accord. Maintenant, le point principal lorsqu'on conçoit une cuisine, même si on n'a pas beaucoup d'argent, on va dire ça comme ça, c'est que, et ça c'est le constat que j'ai fait, quand on construit, généralement on néglige la cuisine. C'est la pièce la plus banalisée. Voilà. Et ça ne devrait pas, hein. Ça ne devrait pas du tout, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une cuisine, il y a ce qu'on appelle le triangle d'activité dans une cuisine. La cuisine, c'est quoi? C'est le feu, c'est la conservation froide et sèche, les placards et le frigo, c'est le nettoyage, l'évier. C'est ça le triangle d'activité dans une cuisine. Ça veut dire que quand on construit sa cuisine ou quand on la conçoit, même si on n'a pas beaucoup de moyens, même si on construit pas très grand, quand on pense à ce schéma triangulaire, on a l'habitude de faire. Oui, dans la cuisine, ça se résume à ça. Hein. C'est vraiment la cuisine, c'est préparer, c'est le feu, c'est le frigo, les placards et faire la vaisselle. Les repas. Voilà, donc dès le moment où on a prévu ça et qu'on a suffisamment d'espace, on a une cuisine qui est agréable. D'accord. Voilà. Ok, donc là maintenant, va sur, je dirais, l'imagination et la créativité de chacun. Est-ce qu'il y a des couleurs particulières quand même à avoir dans une cuisine? Bien, là maintenant, ça dépend de chacun. D'accord. Mais il faut tenir compte, évidemment, hein, de la lumière naturelle qui entre dans une pièce. Ça, c'est toujours et toujours et toujours. Parce que la cuisine est une pièce d'activité, une pièce de travail. On travaille dans la cuisine, on a besoin de lumière. D'accord. Ça veut dire que pour choisir des couleurs, il faut savoir est-ce que la densité de lumière dans la cuisine est suffisante. Et si ce n'était pas suffisant? Si ce n'est pas suffisant, il faut rajouter des lumières? Déjà, il faut pouvoir ajouter des lumières, même sous les placards, par exemple, mais en plus, on ira à ce moment-là vers des couleurs qui permettent le reflet de la quantité de lumière qu'on a dans la cuisine. D'accord. Alors, je vais demander quand même, hein, une cuisine, c'est surtout les ustensiles. Vous l'avez dit, il faut faire la cuisine, il faut faire la vaisselle. Est-ce qu'il faut peut-être, parce que vous le disiez, tout le monde se promène pour rendre ça agréable, est-ce qu'il faut, je dirais, marier les couleurs ou ce n'est pas nécessaire du tout? C'est quand même nécessaire. C'est quand même nécessaire. Oui, c'est quand même nécessaire parce que quand vous entrez dans une pièce, la première chose qui vous frappe, ce sont les couleurs parce que les couleurs renvoient ou alors projettent. Des rideaux dans la cuisine, c'est important? Oui, c'est possible. Est-ce qu'il n'y a pas de risque que ça prenne feu? Ça dépend justement de l'endroit où vous les mettez. Si vous avez des cuisines, si vous avez des fenêtres, je vais dire, dans une cuisine et votre fenêtre fait par exemple face au soleil, vous prévoyez un dévoilage léger pour filtrer la lumière, empêcher la lumière d'entrer. Maintenant, on ne va pas mettre des rideaux lourds dans une cuisine. Ça dépend vraiment des endroits où vos fenêtres se situent pour empêcher le soleil d'entrer directement dans la cuisine. Mais c'est possible. C'est possible. Alors, moi, je retiens surtout la propreté. Lorsque, vous l'avez beaucoup dit, la propreté, lorsque on n'a pas des moyens, est-ce qu'il y a autre chose à faire, peut-être avoir de l'espace aéré? Absolument. Une cuisine, l'aération, la ventilation.
D'accord. Ça veut dire que si on n'a pas un extracteur, vous connaissez les extracteurs? Vous nous demandez d'installer un ventilateur à la cuisine? Non, la climatiseur, même si vous voulez. Ah, mais oui, il y en a. Tout est question de moyens financiers. Il y en a. Mais la ventilation, quand je parle de ventilation ici, c'est quoi? C'est une bonne ventilation, il vous faut au moins 2 fenêtres déjà. Ça veut dire qu'il faut une fenêtre d'entrée et une fenêtre de sortie. D'accord. C'est ça la ventilation. Parce qu'il y a les risques de fumée aussi. Et même les odeurs. Et même les odeurs. Et même les odeurs, ça commence même par là en fait. Or, quand on entre dans une cuisine, les cuisines sont souvent proches du salon. Donc, vous imaginez... C'est désagréable parfois de préparer et de revenir au salon avec l'odeur. Peut-être le lendemain, après. Ou alors vous ouvrez la porte de la cuisine pour servir à table et puis c'est tout un... Voilà. Et en même temps, je voulais... Bien sûr, vas-y, si tu le permets. J'ai une question. On a remarqué les images qu'on a vues à l'antenne tout à l'heure, c'est rien que des cuisines qui ont véritablement de l'espace. C'est cela. Et on est unanime quand même sur le fait que ici au Bénin, surtout quand on est en location, l'espace au niveau de la cuisine, c'est la chose qu'on réclame mais qu'on n'a pas. Maintenant, comment on fait pour décorer cet espace, un petit espace au niveau de sa cuisine? Comment on fait quand même pour décorer, trouver de petites astuces? Voilà, Rebecca. Une cuisine, pour faire le plan de cuisine, il faut tenir compte justement de la forme de la cuisine. Ça veut dire que si on a une petite cuisine, on ira par exemple pour une cuisine en I. Une cuisine en I, c'est une forme linéaire sur laquelle les objets, et tout est aligné sur un seul mur. Ça vous permet donc d'avoir l'autre côté de la cuisine libre et dégagé, vous pouvez circuler. Vous avez la possibilité d'aller pour des étagères suspendues pour ranger. Quand c'est petit, il faut utiliser la hauteur pour dégager le sol. D'accord. Donc voilà quelques petites astuces qui permettent de... Maintenant, pour décorer sa cuisine, est-ce qu'il faut forcément faire appel à un expert professionnel ou bien il me suffit juste, parce que la dernière fois que vous étiez sur le plateau, on a parlé des plantes, est-ce qu'il me suffit juste d'aller me trouver quelques pots de fleurs, les placer dans la cuisine, ranger, que tout est parfait, que je trouve que bon, moi aussi j'ai décoré ma cuisine? Oui, maintenant quand on parle de décoration, n'oublions pas que la cuisine déjà avec les ustensiles et l'électroménager peut déjà être chargée. Donc là, les couleurs déjà dans une cuisine, c'est déjà aussi une décoration. Donc maintenant il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on veut comme décoration? Ça commence par la couleur. Est-ce qu'on veut des tableaux? Est-ce qu'on veut des pots, des vases et tout? Ça reste possible. Mais dans une cuisine, pour ces éléments-là, on peut, le plan de travail comme je disais, s'il est dégagé, on peut y poser un vase. Un ou deux. On peut aller en hauteur pour mettre une plante ou un vase. On peut également faire usage des angles, parce que les angles aussi, on ne sait pas toujours les utiliser. Voilà. Les angles sont un bon moyen dans une cuisine pour faire une décoration. D'accord. Voilà. Poser une petite étagère et ajouter un petit vase de fleurs. Voilà, dans un angle par exemple. On peut en avoir 1, 2, 3 ensemble, 1, 3 en un ou tout simplement 1 ou 2. En fonction des espaces, mais il y a toujours un petit espace vide qu'on peut exploiter. L'essentiel, c'est de rendre agréable son espace de cuisine. Jennifer, vous avez 1 minute pour conclure. 1 minute pour conclure. J'avais une toute petite question quand même. En parlant d'espace, on n'arrive pas toujours à manger à la cuisine. Est-ce que c'est important? Je crois que ce sera ma conclusion. Est-ce que c'est important quand même, lorsque je ne m'installe pas pour manger parce qu'il n'y a pas de place, d'accorder autant de soins à la cuisine? Bien sûr. C'est important. Ben oui, ça reste important. La cuisine, comme j'ai dit, on y passe et on repasse. On ne voudrait pas passer plusieurs heures de sa journée ou de sa soirée quand on rentre du boulot dans un espace qui n'est pas propre. Absolument. Donc, c'est même primordial d'avoir une cuisine qui est propre parce qu'on mange. Le cœur de la cuisine, la nourriture, ça doit être fait avec amour dans un espace. Et s'il n'y a pas de ventilation, c'est-à-dire de fenêtres, 2 fenêtres ou une fenêtre, est-ce qu'il y a une astuce à avoir? Il y a des extracteurs. Des extracteurs. À placer au-dessus du... Une minute se sont déroulées. Merci. J'ai remarqué que Mme Oupévi, elle acquiesçait depuis, donc elle est d'accord. Il faut quand même lui laisser un mot par rapport à tout ce qu'on a dit là, la décoration et la cuisine. Je confirme déjà ce que vient de dire Madame Bokor. Et il faut rendre agréable son espace de vie, tout simplement. C'est très, très important. Une cuisine, pour moi, ça, je ne néglige rien. D'accord. Je ne néglige rien. Il faut avoir une cuisine très propre et bien faite. C'est très, très important.
Merci à vous, chers amis, pour la présence aujourd'hui. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission Le Rendez-vous de midi. Toute l'équipe technique de réalisation et d'animation de cette tranche vous remercie pour votre fidélité, chers amis téléspectateurs. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Bye bye.